Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une proposition de corrigé du sujet de l'agrégation interne de 2026. Donc c'est bien une proposition de corrigé, hein, c'est pas du tout un corrigé officiel. Je fais cette vidéo principalement à destination des enseignants que j'ai eus durant la préparation à l'agrégation en algèbre. C'est principalement pour eux que je fais cette vidéo pour qu'ils voilà, qu'ils aient vraiment un corrigé détaillé de toutes les parties. Mais c'est aussi pour tout le monde en fait, hein, tous ceux qui veulent progresser en maths et préparer l'agrég interne, voilà. C'est vraiment c'est pour n'importe qui. La vidéo va être très très longue. Le sujet dure la durée de l'épreuve c'est 6 heures. Moi je vais tout détailler, probablement un peu trop. Je vais probablement faire des rappels de cours. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une playlist avec toutes les parties bien distinctes. Donc là vous êtes probablement dans le vrai ou faux, la partie vrai ou faux. Il y aura une partie 1, une partie 2, une partie 3. Donc j'ai tout scindé en fait. Il y aura 8 parties, vu qu'il y a vrai ou faux plus 7 parties. Euh, le, le but aussi de cette vidéo, c'est pas d'aller le plus vite possible, hein, comme je viens de le dire. La vidéo va être longue. Voilà. Je propose un PDF pour chaque partie. Donc là, vous êtes dans le vrai ou faux. Vous allez avoir en description un, le PDF corrigé en fait que je serai en train d'écrire, et aussi le PDF entier dans chaque vidéo. Si vous voyez des coquilles, dites-le moi. C'est possible, hein, en maths, surtout à ce niveau-là, faut toujours rester humble et modeste. Donc voilà. C'est évidemment, je vais forcément à un moment donné faire une petite coquille, hein, sur toutes ces vidéos. Dites-le moi, moi je rajouterai un petit sous-titre au moment de la vidéo, et surtout je modifierai le PDF. Euh, voilà, le PDF que je serai en train d'écrire, je vais le modifier, comme ça j'aurai toujours un sujet, on va dire, avec le moins d'erreurs possible. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Au niveau des notations, alors, bon, j'ai déjà un petit peu lu, j'ai déjà lu toutes les notations, il n'y a rien de particulier. Juste, bon, au niveau du degré, en général, vous le notez pas comme ça, mais bon, ça peu importe. On vous fait travailler avec Z crochet X, donc c'est un sujet beaucoup avec les polynômes. Au niveau des conventions, là, on va supposer que le polynôme, le PGCD est unitaire. Voilà, c'est une convention. Le PGCD de deux polynômes sera toujours unitaire, ça c'est quand même important. Au niveau des matrices, il n'y a rien de particulier. La transposée. ON de Z, voilà, c'est l'ensemble des matrices orthogonales mais à coefficient dans Z. Là, c'est pareil pour Q. Les opérations sur les lignes et colonnes, ça c'est classique. Là, ça va être LM le plus petit antinaturel, tel que LM fois M soit dans Mn de Z. En fait, votre M, il est à coefficient dans Q. Donc, pour le ramener à coefficient dans Z, on va multiplier par une constante qui dépend de M et qui est la plus petite possible. Les nouveautés, entre guillemets, au niveau des notations, c'est peut-être surtout ça. C'est cette notation-là, vous voyez. Lorsqu'on écrit R congru à S modulo P carré, donc là c'est une congruence entre polynômes, qu'est-ce que ça veut dire? Bah en fait ça veut dire que chacun des coefficients est congru. Voilà. Donc ça veut dire que bah, P carré va diviser la différence des deux. Donc chacun des coefficients ils sont congrus modulo P carré. Et en fait c'est une notation hyper pratique et qui s'utilise aussi avec les matrices. Donc qu'est-ce que ça veut dire que deux matrices sont congrues modulo p puissance k? Eh bien ça veut dire que chacun des coefficients sont congrus modulo p puissance k. Au niveau de la suite, L2 c'est l'ensemble des endomorphismes, ça c'est son polynôme caractéristique. On le prend dans ce sens-là, ça c'est parce qu'on veut absolument qu'il soit unitaire. Des fois il y a des références où ils inversent les deux. Euh, Selon moi c'est la bonne façon de le définir pour avoir un truc unitaire, mais bon. Euh, Après, on rappelle ce que c'est une forme bilinéaire symétrique qui n'est pas dégénérée. Ça veut dire ça. Et puis voilà, il y a les permutations. SN, c'est les permutations. Et delta IJ, c'est le symbole de Kronecker. Voilà, jusque-là, assez classique. Voilà, on a tout. On peut commencer sur le vrai ou faux. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? On justifiera soigneusement les réponses. Donc si on prend un nombre premier P et une matrice à coefficient dans Z, dans FP, la réduction modulo P de det de A est égale à det de A bar. Alors,
Bon, déjà, on a une formule pour le déterminant de A. Voilà. La formule, c'est... vous savez, c'est la formule un petit peu compliquée. C'est une somme de permutations, de signatures de permutations fois les AI sigma I. Et j'ai envie de te dire, si on prend la réduction modulo P, eh bien cette réduction, elle est... si on met une barre, mais j'ai envie de dire que la barre, elle va venir... la barre, elle va venir à l'intérieur de la somme. Il va rester une barre sur les epsilon sigma. Epsilon sigma, bah, ça vaut plus ou moins 1, donc la réduction voilà, modulo P, ça ne va pas changer. Ok. Et en fait, c'est un morphisme d'anneau. Hein. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Bon, là, ce que j'ai dit à l'oral, en gros, c'est que si vous avez une somme avec une réduction modulo P, bah, ça fait la somme des réductions. Et si vous avez un produit, si vous avez la réduction d'un produit, bah, ça fait le produit de la réduction. On va l'écrire proprement, donc c'est un morphisme d'anneau. Hein. La réduction modulo P est un morphisme d'anneau, c'est ça qu'on va écrire. Voilà. Alors, je réfléchis. Alors, donc, on va prendre P1 en premier, et on va prendre N appartenant à N, et A appartenant à Mn de Z. Alors, comment on va le noter? On va noter... À un moment donné, je pense qu'on va en avoir besoin parce que sinon on va se trimballer la barre sur la signature de sigma. Alors, on va pas l'utiliser tout le temps, mais il y a un moment donné, je pense qu'on va l'utiliser. Donc l'application qui a... Voilà, donc c'est la surjection canonique, hein, c'est simplement l'application qui va dans le quotient et qui a un entier associe sa classe. Voilà, rien d'étonnant. La classe, je vais décider de l'appeler avec une barre, comme il faut dans le sujet. Eh bien, cette application, c'est un morphisme d'anneau. C'est un morphisme d'anneau, ce qui permet de dire... alors, il faut que je fasse attention à pas trop détailler, sinon la vidéo, elle va durer 10 heures. Mais vu que c'est un morphisme d'anneau, bah, pi de la somme, c'est la somme des pi. Donc, pour tout KL appartenant à Z, eh bien, numéro 1... Alors, non, on va peut-être pas mettre des numéros, on va le garder pour les questions. Donc, petit point K plus L, eh bien, c'est... alors, notons-le avec des barres. Voilà, K plus L bar, c'est K bar plus L bar. Et puis, vous avez pareil avec la multiplication. Hein. K fois L bar, c'est K bar fois L bar. Voilà. Ainsi, donc, passons aux choses sérieuses. Le déterminant de A, on va regarder sa congruence modulo P. Donc, je mets une barre, j'aurais pu regarder... j'aurais pu utiliser la lettre, enfin la fonction pi, mais bon, peu importe. Je l'utiliserai à un autre moment, la fonction pi. Donc ça fait... là, on rappelle la définition, c'est la somme sur toutes les permutations de la signature de sigma fois le produit pour i égale 1 à n de AI sigma i. Là, je me rends compte que j'ai pas tout à fait donné un nom aux coefficients, donc on va les appeler AIJ. Et c'est une matrice dans Mn de Z. Voilà. Et c'est la congruence modulo P de tout ça. La barre, elle va venir à l'intérieur de la somme. Donc, je suis feignant, copier-coller. Tac. La barre va venir à l'intérieur de la somme. C'est pas joli, hein. Tac. Voilà. Alors, on va essayer de faire un truc propre parce qu'après, je vais le mettre en ligne. Voilà. Ensuite, bah, la barre va venir sur chacun des termes du produit. Donc, puff, resomme. Donc là, j'ai une barre ici et une barre ici. Et on a envie de dire, on a quasiment fini, sauf qu'il va avoir lui, là, ce terme-là. Bah, lui, j'ai envie de dire, bon,
Il va pas trop nous déranger parce que c'est quoi E de sigma? Bon, E de sigma, ça vaut plus ou moins 1. Si je regarde E sigma bar, bah, E sigma bar, ça vaut plus ou moins 1. Oui, en fait, on n'a pas besoin de l'application pi. Je pensais qu'à un moment donné, on allait l'utiliser, mais en fait, ce que je voulais écrire, c'est mettre un pi ici, voilà. Mais vous voyez, au moment où on l'écrit, on se rend compte que ça sert à rien, donc on va le laisser comme ça. La signature de sigma, comment dire, la réduction modulo P de la signature de sigma, c'est simplement, c'est plus ou moins 1 bar. Du coup, on reconnaît exactement dans cette formule, eh bien, c'est exactement le déterminant de la matrice réduite. Donc c'est det de A bar. Voilà. Donc là, je peux dire que c'est vrai. Et là, je suis en train de me dire, mais à aucun moment j'ai utilisé le fait que P soit premier. D'ailleurs, c'est la réduction. J'ai confondu avec la taille de la matrice. Tac. C'est la réduction modulo P, donc ça va dans Z sur PZ. D'ailleurs, on peut même carrément dire que c'est FP au passage. Voilà. Il n'y a pas besoin que la matrice. Il n'y a pas besoin que P soit premier. Pas besoin que P soit premier, hein. J'ai envie de dire. Ça change rien là. Hein. Pas trop bien l'intérêt de mettre P premier. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voyez un intérêt, mais là je vois pas. Donc ça c'est vrai. Question 2. On prend deux espaces vectoriels et chacun a une base. Voilà. Lui il a EI, lui il a FI comme base. Et là on prend tous les EI virgule FJ avec I et J parcourant les bons indices là, ici. Et ça on nous dit que c'est une base de E croix F. Bah, j'ai du mal à le croire parce que j'ai envie de dire le premier. De toute façon, les exemples. Attends, je réfléchis avant de dire une connerie. Oui, ça marche. Alors, le premier exemple d'espace vectoriel, c'est un espace vectoriel sur R et c'est simplement E égale R. Et j'ai envie de dire, si on prend les deux espaces vectoriels qui sont R, bah, le produit cartésien, c'est R2. Et donc, une base de R, bah, c'est 1. 1, c'est une base de R. 1, c'est une base de R. Et donc, d'après eux, 1,1, c'est une base de R2. Non, pas possible. Donc, c'est faux. C'est faux. On va prendre... prenons E égale F égale R et 1. Alors, on va dire... Alors, 1 est une base de E et de F. Mais le vecteur 1, 1 n'est pas une base. N'est pas une base de E croix F. Voilà. Donc, c'est faux. Alors, numéro 3. Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un endomorphisme diagonalisable. On prend un sous-espace vectoriel de E, on l'appelle F. Si F est un sous-espace stable par F, alors F induit un endomorphisme diagonalisable. Oui, ça c'est vrai, c'est un résultat du cours. Si on a un truc qui est diagonalisable, et ben quand on le restreint à un sous-espace stable, c'est encore diagonalisable. La question c'est, je ne sais pas quel niveau de détail on doit utiliser, donc je vais mettre le maximum sans non plus trop alourdir. L'idée c'est quoi? L'idée c'est déjà de vous rappeler le critère de l'une des caractérisations de la diagonalisabilité que je vais utiliser, donc question 3, et on va voir comment on l'applique. Alors, je vais peut-être le faire sous forme de rappel. Alors, rappel, les assertions suivantes sont
équivalente à SSE pour les intimes. Petit i, eh bien, alors U est diagonalisable ou F. F est diagonalisable. Eh bien, I est équivalent à 2i, c'est-à-dire annulation d'un polynôme sin des racines simples. F annule un. F annule un polynôme scindé à racine simple. SARS pour les intimes, l'abréviation qu'on utilise en général. Mais là, je vais m'efforcer de rédiger exactement comme dans une copie, donc je vais faire voilà, pas d'abréviation, pas d'entourloupe. Et une autre, je vous la mets, mais en fait, c'est pas celle. En fait, on va pas utiliser 3i, mais je vous la mets quand même. Le polynôme minimal. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Eh bien, il est scindé à racine simple. Voilà. Et peut-être un S, ça fait pas de mal. Tac. Il est scindé à racine simple. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est le fait que, vu que f est diagonalisable, eh bien, elle possède un polynôme scindé à racine simple. Je vais pas l'écrire, mais je vous dis pourquoi c'est vrai. Là, je vais dire à l'oral pourquoi i implique 2i. Je vais essayer de le dire faire rapidement, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'on attend de vous, c'est du cours. Mais je le dis rapidement. Si f est diagonalisable, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez écrire l'espace vectoriel E sur laquelle f est défini. Vous pouvez l'écrire comme la somme directe des sous-espaces propres. E lambda i f pour i allant de 1 à R. Voilà, il faut donner un nom, valeur propre, etc. Et ce que vous allez faire, vous allez regarder la matrice de f dans une base adaptée. Là, le B que je mets, c'est une base adaptée à la décomposition en somme directe. Pourquoi? Eh bien parce que si vous faites ça, vous allez avoir des blocs lambda 1, matrice identité de taille alpha 1. Oh, qu'est-ce que j'écris mal des fois? Là, c'est pas... Tac. Premier bloc. Le deuxième bloc, c'est lambda 2. Bon, on a compris. Le dernier bloc, c'est lambda R. I alpha R. Alpha R, voilà, ce sera la taille de la matrice identité. Et des zéros partout. Voilà, c'est une matrice diagonale par bloc. Et bon, en fait, les alpha I, ça n'a rien de sorcier. C'est simplement la dimension des E lambda I de F. Et qu'est-ce que vous faites avec cette matrice? Eh bien, avec cette matrice, vous pouvez dire que, en fait, le polynôme P qui est le produit des x moins lambda I, eh bien, ce polynôme-là, qu'est-ce qui vérifie? Eh bien, le truc, c'est que... qu'est-ce que je dis, moi? Oui. La matrice de P de F... la matrice de P de F dans la même base, bah en fait c'est P lambda 1 I alpha 1, etc. P lambda R I alpha R. Et bah, ça fait 0. Voilà. P de lambda 1 ça fait 0, P de lambda R ça fait 0. Donc bref, la matrice c'est la matrice nulle. Et si j'ai la matrice nulle, eh bien ça veut dire que l'endomorphisme qu'il y a à l'intérieur est l'endomorphisme nul. Et donc ça veut dire que j'ai bien trouvé un polynôme scindé racine simple. Voilà la construction de P. Ça, mais bon, on va l'utiliser. On va utiliser, voilà, on va dire d'après le cours. Donc là, on retourne à la rédaction. D'après le cours, on suppose dans l'énoncé que f est diagonalisable. Alors, ok, écrivons-le. Donc, je dois remettre ça. Soit f... alors, soit f appartenant à L de E, diagonalisable. Et je vais prendre f, un sous-espace vectoriel de E, stable par f. D'après le cours,
il existe un polynôme. Alors c'est vrai qu'on ne nous précise pas sur quel corps on a l'espace vectoriel, mais bon, je vais dire, il appartient à K crochet X, mais bon, je ne vais même pas le préciser. Il existe un polynôme P scindé à racine simple. Annulateur de F. Et qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, on va dire que c'est le même qui annule la restriction de U à F. Voilà. Alors, pourquoi on dit ça? Eh bien, alors, pour toute... comment je vais dire ça? Pour tout cas appartenant à n, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'en fait, la restriction de f à grand F, si je mets ça à la puissance k, eh bien ça fait f, donc c'est la composée k fois évidemment. Voilà, on a cette égalité. Donc vous voyez, ça marche avec les puissances. Par combinaison linéaire, eh bien, on va obtenir, pour tout cas appartenant à n, on va obtenir que, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire moi, que P de F restreint à grand F, eh bien, c'est P de F restreint à F. Ainsi, encore une fois, je m'excuse si je détaille trop, mais bon, je pense que c'est mieux de détailler trop que pas assez. Bon, là, évidemment, je vais dépasser les 6 heures, je pense. P de F restreint à grand F, eh bien, c'est quoi? Bon, je répète ce que j'ai fait. Donc, c'est P de F, le tout restreint à F. Et donc, c'est l'endomorphisme nul. Voilà. C'est l'endomorphisme nul restreint à F. Donc c'est l'endomorphisme nul. Voilà. C'est 0 de L de F. Ainsi, bref, c'est un polynôme scindé à racine simple P est un polynôme scindé à racine simple de la restriction de F à grand F. Ainsi, F est F restreint à grand F est diagonalisable car est... Bon, j'ai pas besoin de préciser. On a trouvé un polynôme scindé à racine simple qui est annulateur de F restreint à grand F. Donc c'est vrai. Voilà. Hop. Next. Question 4. Alors, la question 4. Soit K un corps. R un polynôme dans K crochet X et R' son polynôme dérivé. Si R' égale 0, alors R est le polynôme constant. On a envie d'acheter. On a envie de se dire, bah oui, c'est vrai. Alors. Je vais avoir une petite phase de brouillon. Ça va arriver souvent, mais on va voir au moins d'où vient l'idée. Donc là, j'ai quoi? J'ai R. C'est là, on va l'écrire sous la somme des sommes de KXK. K égale 0 à M. Ouais, M, c'est très... Voilà, c'est bien. Si je fais R', c'est la somme pour K égale 1 à M de K à K XK moins 1. So what? Je sais pas, on suppose que R' égale 0, donc ça fait 0. Donc ça veut dire que au passage... oui. Donc ça veut dire que pour tout K appartenant à 1n, eh bien j'ai K à K qui vaut 0. Et là on voit le truc venir. Faut surtout faire gaffe parce que là, this is a core. Donc c'est pas forcément R ou C. Donc on peut pas... les trucs habituels du genre je simplifie de chaque côté, je divise, etc. On peut pas parce que en fait ça va dépendre de la caractéristique du corps. Si vous voulez, quand on est en caractéristique 0, c'est un peu comme si on n'avait pas de bizarrerie qui pouvait se produire. Il n'y a rien qui fait 0. Enfin, je veux dire, à part 0, un autre élément ne peut pas faire 0. Mais
quand on a un corps de caractéristiques non nulles, du genre, je sais pas, Z sur 2Z ou FP avec P premier, bah là, il peut se passer des choses bizarres. Là, on a quand même très envie de diviser par K, mais on va pas le faire, parce que K est un élément de K, et il peut éventuellement valoir 0. Je sais que ça paraît bizarre, parce que là on dit oui, mais K il appartient à un N, mais bon, là dans ce que j'ai fait, faut faire très... Non. Bon, déjà là ça va pas, tout ça on oublie, hein, c'est juste mon brouillon. Ce que je veux dire, c'est que là on se rend compte que la caractéristique intervient. Là, tout ce raisonnement-là, en fait, ces éléments-là, c'est des éléments de K, donc ils peuvent très bien... il peut se produire des choses, ils peuvent valoir 0 en fait. Ce que je veux vous dire, c'est que par exemple 2 bars, ça peut être égal à 0 bar. 2 peut être égal à 0 dans Z sur 2Z. P bar peut être égal à 0 bar dans FP. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Et on va prendre... allez, on prend FP, on peut prendre Z sur 2Z, mais moi je vais prendre FP. FP, ça me dit bien. Donc on va produire un contre-exemple. On va prendre un... si vous voulez essayer de réfléchir à un monôme, tel que quand vous le divisez, ça fait 0, mais c'est pas un polynôme nul. Moi, je vous propose, évidemment, vous pouvez vous placer dans Z sur 2Z et c'est plus simple. Mais moi, je vais prendre R égale x puissance P, et c'est un polynôme dans FP. Alors, eh bien, R n'est pas le polynôme nul, hein, manifestement. Par contre, lorsque je dérive R, ça fait P bar x puissance P-1, et ça fait 0 bar, parce que P bar égale 0 bar dans FP. D'accord ? Là, je précise, c'est dans FP. Alors, évidemment, FP, je veux que ça soit un corps, et donc je vais prendre P premier. Pour que Z sur PZ soit un corps, il faut que P soit premier, et c'est d'ailleurs une condition nécessaire et suffisante. Voilà. Donc, faux. Voilà, c'est faux. Je vérifie si tout est bon. Hein. Donc là, on n'a pas le polynôme nul, mais quand on dérive, on a le polynôme nul. Alors, R est le polynôme constant. Oui, pardon, non, il n'est pas non nul, mais il n'est pas... Alors, R n'est pas constant, c'était plutôt ça. Je crois que c'est ça qui me dérangeait. C'est pas un polynôme constant, mais c'est dérivé, c'est bien 0. Voilà. Donc c'est faux, et maintenant on peut passer à la suite. Donc là, on est sur voilà, quelques résultats sur les matrices à coefficients dans Z. Alors, on va changer de page. Alors, partie 1. Donc je ne vais pas vous mentir, hein, moi j'ai regardé les questions, je les ai pas toutes faites. Il y en a certaines où j'avais un doute, j'ai pris un papier, un stylo, j'ai essayé de les faire. D'autres où je me suis dit ouais c'est bon ça passe, et donc on va voir ensemble si ça passe. Là en l'occurrence, il y en a 2 que j'ai faites là dans tout ce que vous voyez là, de 5 à 8. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une petite difficulté, mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est juste un peu chiant à rédiger, mais que ça devrait aller. Alors on est parti. Donc on va prendre n appartenant à grand N. Alors là, donc on prend Q dans ON de Q, c'est-à-dire que c'est une matrice orthogonale à coefficient dans Q. Et voilà, Q transposé AQ, c'est dans Mn de Z. L de Q, c'est le plus petit antinaturel non nul, tel que L de Q fois Q soit dans Mn de Z. Ok. Donc en gros, je vais peut-être dire une bêtise, mais en gros, L de Q, c'est le PPCM de tous les dénominateurs. Un truc comme ça. L de Q, c'est le PPCM de tous les dénominateurs qui apparaît dans Q. Bref. Q chapeau, c'est L de Q fois Q. D'accord ? On suppose que P est un nombre premier qui divise L de Q. Alors, ça fait plein d'informations, tout ça. Oui. Alors, démontrer que Q chapeau transposé Q chapeau est congru à 0
modulo P puissance K. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on a des matrices qui sont congrues? Ça veut dire que leur coefficient... où est-ce que c'est? Attendez, je regarde. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que deux matrices sont congrues modulo P puissance K? Ça veut dire que pour tout J, voilà. Donc nous, il va falloir montrer ça. Donc on va vraiment le faire rigoureusement. Hein. On va vraiment le faire exactement comme c'est écrit. Donc on doit montrer... alors, bon, on va prendre tout ce qu'il faut, tous les ingrédients. Donc c'est Q dans ON2Z. A appartenant à MN2Z. C'est une matrice telle que Q transposé AQ appartient à MN2Z, ok. Et donc, voilà, on prend aussi... c'était quoi un nom premier? Ok. On va prendre P, un nom premier, tel que P divise L de Q. Ok. Et je vais aussi prendre direct un R tel que L de Q c'est PR. Voilà. Et maintenant je vais faire mon petit calcul, je vais devoir démontrer que voilà, j'ai la congruence. Donc on a donc pour tout IJ appartenant à un N. Alors il y a deux trucs à faire. Tac tac. Et aussi pour tout cas, alors on va voir si je peux le faire directement le calcul avec un cas quelconque. On va s'en rendre compte, au pire je le supprimerai. On verra. Alors Q chapeau transposé. Q chapeau. Je veux le coefficient en position IJ. Donc je mets des crochets pour dire le coefficient de cette matrice-là à la IM ligne JM colonne. Alors qu'est-ce que ça fait? Bon déjà il y a des L de Q de partout. C'était quoi déjà? Oui, L de Q, voilà. Donc j'applique la transposée, donc ça fait L de Q au carré, Q transposé Q. Voilà, on est réduit à trouver le coefficient en position IJ de Q transposé Q, et le L de Q carré, vu que c'est un élément en commun, je l'ai sorti. L de Q carré, donc c'est P carré fois R carré, et Q est une matrice dans ON2Z, donc j'ai envie de dire, ça c'est le symbole de Kronecker. Et effectivement, si on fait la congruence modulo P, ça fait 0, modulo P carré, ça fait 0 aussi, parce qu'il y a P carré. Donc ça, c'est effectivement congru à 0 modulo P puissance K. Je vous rappelle que le K, c'est juste 1, 2, hein, donc ça marche sans problème. Maintenant, on va montrer l'autre, celui-là. Q chapeau transposé à Q chapeau. Q chapeau transposé à Q chapeau. Je vais regarder le coefficient en position IJ. Alors peut-être... en fait, c'est pas très important. Enfin, je veux dire, il faut juste lui donner un nom. On sait qu'il est entier. On sait qu'il est entier, donc on va juste lui donner un nom. Et c'est tout, hein, on va pas trop se prendre la tête. Hein. Donc Q chapeau transposé à Q chapeau, eh bien... allez, voilà, on va l'appeler MJ, comme ça, voilà. I inférieur ou égal à I, hein, tac. MN2, oh, je sais plus quelle taille est là ce truc. Q chapeau, MN2Z, MN2Z, hop. N. C'est donc une matrice à coefficient. Donc ça, c'est dans MN2Z. On a. Donc le IJ, il a été fixé avant, donc là, je peux y aller. Hein. Donc Q chapeau. Alors c'est quoi? C'est Q chapeau transposé à Q chapeau. Coefficient en position IJ
Pardon, il n'y a pas de chapeau ici. Non, non, c'est juste Q transposé. Là, je me suis un peu emballé. C'est juste voilà, Q transposé à Q. Q transposé à Q, je lui donne un nom. Et à l'intérieur de Q chapeau, j'ai des L de Q qui vont sortir. Il y en a deux. Il y en a deux. Et voilà. Il y en a deux. L de Q. Je vérifie que je dis pas de conneries. Voilà, il y en a deux. Et M et J. Donc ça fait P carré fois R carré fois MJ. Et donc bah, ça fait bien 0. Alors, voilà, on va le dire tout de suite. Lui, hein, pas de panique. Lui est dans Z. Voilà. On peut souffler, il est dans Z. Donc il n'y a pas. C'est vraiment 0 quoi. Voilà, c'est 0 modulo P puissance K. De toute façon, le K il vaut soit 1, soit 2. Donc voilà, c'est réglé. Alors peut-être pour aller plus vite, je vais pas recopier le truc que j'ai démontré. Et bon, normalement je fais ça. Bon, allez, je vais le faire. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais sur le rendu final du truc, ça sera peut-être plus joli. Q chapeau transposé Q chapeau. On a montré que ça faisait 0 modulo P puissance K. Et la même chose avec Q chapeau transposé à Q chapeau. C'est congru à 0. Voilà. Voilà, ça c'est bon. J'aurais dû mettre les petites tic-tic. Alors, question 6. On prend une matrice dans Mn de Z. Soit U appartient à Mn de Z. On rappelle qu'une matrice M de Mn de Z est dans la GN1. Donc oui, on veut vraiment l'inversibilité. Pour être dans GLN de Z, il faut être inversible. Et en plus que l'inverse soit une matrice à coefficient dans Z. C'est ça qui est important. D'accord, on suppose que U est dans GLN de Z. Démontrer que D de U vaut 1 ou moins 1. Ok, alors bon. Si U appartient à GLN de Z, alors il existe une matrice V qui est ta coefficient dans Z inversible, donc dans GLN de Z. Tel que UV est égal, alors il faut bien les faire, UV est égal à la matrice identité. Donc je compose cette égalité par l'application déterminant. Det de U fois det de V, ça fait 1. Et ça, c'est dans Z. C'est une égalité qui est dans Z. Tous les éléments sont dans Z parce que, eh bien, parce que U est dans GLN de Z, U est à coefficient dans Z. Et quand je regarde le déterminant, eh ben, le déterminant, il est polynomial en les coefficients de U. Donc, on est quand même encore dans Z. Ça, c'est dans Z. Ça, c'est dans Z. Et le produit des deux fait 1. Bah, il n'y a pas le choix. Pour qu'un produit de nombre dans Z fasse 1, je vais dire soit les deux valent 1, soit les deux valent moins 1. Mais plus généralement, je vais le dire en forme d'élément inversible parce que c'est peut-être mieux de le faire comme ça. C'est mieux de le faire comme ça parce que si jamais vous avez le cas général avec un anneau det de U, il appartient aux inversibles à Z croix et non pas à Z étoile. Z étoile, c'est tous les entiers tous les entiers relatifs non nuls. La Z croix, c'est vraiment les éléments inversibles de Z. Voilà. Det de U, c'est un élément dans Z qui est inversible, et son inverse, c'est det de V. Mais les éléments inversibles de Z, c'est plus ou moins 1. Voilà. Donc, ainsi, det de U. Voilà, det de U est égal à plus ou moins 1. La B, on suppose que det de U vaut plus ou moins 1, démontrer que U est dans GLN de Z. Ok, alors,
supposons... Alors là, pour le coup, je vois pas. Supposons que det de U, ça soit plus ou moins 1. Et nous, on veut démontrer que U est dans GLN de Z. Alors évidemment, on peut dire det de U, du coup, il est non nul, donc il est inversible. Et c'est réglé. Mais non, faites gaffe. Là, c'est vrai. Là, si vous voulez, la difficulté, c'est pas vraiment de montrer que c'est inversible, c'est de montrer que ça a coefficient dans Z, que la matrice U est à coefficient dans Z. Et ça, et que son inverse aussi est à coefficient dans... Alors, pardon, U, on sait que c'est à coefficient dans Z, excusez-moi. La difficulté, c'est de démontrer que son inverse à U est à coefficient dans Z. Mais j'ai envie de dire, si vous connaissez le déterminant de U, qui est non nul, bah c'est bon, vous connaissez son inverse, parce que d'après le cours... eh bien... l'inverse de U est... Eh bien, c'est, vous savez, c'est 1 sur det de U. 1 sur le déterminant fois la transposée de la comatrice. Et alors là, on va y aller tranquille, on va tout justifier. Il va falloir démontrer que V... ça, en fait, si vous voulez, c'est l'inverse d'une matrice. Quand vous avez une matrice inversible, ça, c'est l'expression... V, c'est l'expression de l'inverse de cette matrice. Mais après, c'est juste une matrice inversible, elle n'est pas forcément à coefficient dans Z. Il se trouve que dans ce cas particulier, elle est à coefficient dans Z parce que U est à coefficient dans Z. Pour quelle raison? Comme de U, d'après le cours, d'après la façon de définir la matrice comatrice de U, c'est avec des... En fait, c'est comment dire? C'est moins 1 puissance ij fois le déterminant de... qu'est-ce que je raconte? Le coefficient en position ij de la matrice comme U, c'est moins 1 puissance i plus j fois le déterminant de la matrice UIJ. Et qu'est-ce que c'est la matrice UIJ? C'est la matrice où on a retiré la IM ligne, JM colonne. Bref, donc ça c'est comme de U, coefficient IJ. Ce coefficient-là, c'est... Alors, UIJ, c'est une matrice à coefficient dans Z. Le déterminant d'une matrice à coefficient dans Z, c'est à coefficient dans Z car polynomial en les coefficients. En multipliant par ce coefficient qui est dans Z, ça reste dans Z. Blablabla, bla bla, c'est dans Z. Quand je fais la transposée d'une matrice à coefficient dans... Alors non, ça va pas ça. C'est pas que ça appartient à Z, c'est que ça appartient à Mn de Z. Quand je fais la transposée, j'appartiens encore à Mn de Z. Et ça vaut plus ou moins 1. Donc, le tout appartient à Mn de Z. Enfin, même GLN, bon, elle est inversible, hein, je veux dire. Cette matrice V, elle est inversible d'inverse U. Voilà. Donc, ainsi, U appartient à GLN de Z. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va passer à la C. Montrer que GLN de Z croix est un groupe... c'est... J'ai envie de dire, tout est fait. Hein. Là, vous voyez, on a montré une équivalence. Là, on a montré que U appartient à GLN de Z si et seulement si. Dans la question 6b, en fait, c'est... La question 6a, c'est l'inclusion comme ça. La question 6b, c'est l'autre inclusion. Là, on a démontré que GLN de Z... Alors, peut-être on l'écrit. Alors, comment écrire ça? D'après 6a et 6b, on a GLN de Z, on peut dire que c'est l'ensemble des matrices à coefficient dans Z tels que leur déterminant, c'est plus ou moins 1.
Et c'est avec cette description de GLN de Z qu'on va démontrer que c'est un groupe pour la loi fois. D'ailleurs, on se trimballait avec des U, donc on va le faire avec des U. Alors, déjà, c'est un sous-ensemble d'un groupe connu. Alors, GLN de Z, c'est dans GLN de R. Ouais. Bon, je sais pas si c'est ça qu'on démontre. Ouais. Bon, GLN de Z. En fait, on va montrer que c'est un sous-groupe. GLN de Z, c'est inclus dans MN de Z, dans GLN de R. Alors, bon, MN de Z suffit. GLN de Z est inclus dans MN de Z. Voilà. Alors non, là ça va pas. Non, c'est pas les bonnes lois là. Non, c'est plutôt que... Ouais, on va plutôt dire que c'est inclus dans GLN de R, pardon. Et que GLN de R croix est un groupe. Lui, c'est un groupe. Donc on va démontrer que GLN de Z est un sous-groupe de GLN de R. On veut la stabilité par... on veut déjà l'identité. Donc det de l'identité, c'est égal à 1. Donc l'identité appartient à GLN de Z. Alors je regarde si je ne me suis pas planté. C'est vraiment... On a bien démontré ça, non si je suis dans GLN de Z, déterminant va plus ou moins 1. Et si le déterminant va plus ou moins 1, je suis dans la GLN de Z. Donc c'est bon. Donc il faut quoi pour avoir un sous-groupe? Il faut être inclus dans un groupe. Il faut un élément neutre pour la loi. Donc là, c'est la loi de multiplication. Et il faut la stabilité par produit et inverse. Donc stabilité par produit et inverse, on fait les deux en même temps. Hein. Donc on prend U, voilà, dans GLN de Z. Et on va calculer tranquillement le déterminant de U fois V-1. On a le droit, V est inversible. Et donc ça va faire, avec les propriétés du déterminant, ça va faire det de U fois 1 sur det de V. J'ai bien le droit de le faire parce qu'en réalité, le dénominateur vaut plus ou moins 1. Donc ça vaut plus ou moins 1. Voilà. Ainsi, GLN de Z, muni de la loi fois, est un groupe. Voilà. En tant que sous-groupe de GLN de R. Question 7. On prend une matrice. Dans ON de Z. Démontrer que sur chaque ligne ou chaque colonne de M, on n'a qu'un et un seul coefficient non nul et que celui-ci vaut 1 ou moins 1. Alors, 7A. J'ai regardé, il y a des questions chiantes à rédiger, donc bon, on passera peut-être il y a certaines questions, on passera peut-être un peu de temps parce que c'est juste un petit peu pénible à rédiger. Donc, on prend M dans ON de Z. Alors, démontrer que sur chaque ligne et chaque colonne de M, on n'a qu'un et un seul coefficient non nul et que celui-ci vaut plus ou moins 1. Donc en gros, la matrice, il y a des zéros partout et il y a... donc je vais dire une situation qui peut se produire. Voilà, ça et des zéros partout. Mais un truc qui ne peut pas se produire, c'est ça. Voilà, ça peut pas se produire parce que voilà, faut vraiment avoir des coefficients plus ou moins 1 sur des lignes et des colonnes différentes. Alors, je réfléchis. Déjà... on sait que M transposé M vaut la matrice identité. So what? Oui, alors, on va utiliser un truc. Donc là, en fait... alors, on peut regarder le produit. Il y a un produit scalaire, en fait, qu'on va regarder. C'est...
on va se placer sur Mn1 de R. Il y a un produit scalaire. Vous le connaissez, le produit scalaire de... Donc c'est des vecteurs colonnes. Hein. C'est simplement X transposé Y. Grâce à ce produit scalaire, en réalité, on peut dire que les colonnes de la matrice M forment une base orthonormée. C'est-à-dire, si je prends deux colonnes distinctes, produit scalaire nul, et chaque colonne est de norme... Et que chaque colonne est de norme 1. Ok, alors, je vais traduire ça. J'ai pas vraiment envie de... Enfin, faut quand même faire gaffe parce que produit scalaire, c'est vraiment sur... Faire attention avec les produits scalaires. Là, on est sur ON de Z, donc... bon, on peut faire un produit scalaire sur Mn de R, mais moi, je vais plutôt raisonner en termes de coefficients. C'est-à-dire que pour tout IJ appartenant à 1 n carré, moi, je vais m'intéresser au coefficient de la matrice M transposée M en position IJ. Ce coefficient-là, on sait ce que ça fait. On sait que M transposé M, ça fait l'identité, donc ce coefficient-là, c'est delta IJ. Voilà, symbole de Kronecker. Donc, en notant M égale M... bon, il faut donner un nom à voilà, MKL. Alors, MKL. Voilà. Alors, on va... Là, j'ai donné un nom à la matrice, j'ai donné un nom au coefficient de la matrice M. Mais alors, c'est quoi le coefficient de la matrice M transposé M? Alors, je vous rappelle, hein, rapidement, quand vous avez AB, le coefficient en position IJ de la matrice AB, c'est la somme des AIK BKJ. AIK BKJ. Donc nous, c'est avec M transposé, donc déjà, c'est des M à la place. Voilà, c'est que de la lettre M. Et puis c'est M transposé, donc c'est pas des MIK, c'est des MKI. Voilà, donc MKI, MKJ. Et ben voilà, c'est ce qu'on va écrire. Donc on va écrire la somme pour K égale 1 à N de MKI MKJ est égale à delta IJ. Voilà. En particulier, si I égale J, et bien si I égale J, on va obtenir la somme des MKI carré qui va valoir 1. Mais je vous rappelle que les coefficients ici, c'est des nombres entiers. Donc vous n'avez pas trop de choix, hein, j'ai envie de dire. Une somme d'antirelatifs mis au carré qui fait 1, il n'y a pas le choix. Ils valent tous 0, sauf 1 qui vaut plus ou moins 1. Maintenant, il faut l'écrire. Ils valent tous 0, sauf 1 qui vaut plus ou moins 1. Donc il y a un certain... Je veux dire, quand je dis sauf 1 dans la somme, donc 1 pour un certain indice K. Donc le I, vous y touchez pas, le I, vous le laissez tranquille. C'est le K, il y a un certain indice K. Il y a un certain K qui fait qu'un MKI n'est pas égal à... un MKI vaut plus ou moins 1 et tout le reste vaut 0. C'est bien, mais ça ne va pas tout à fait nous donner... alors attendez, laissez-moi réfléchir. Cet indice K0 va dépendre de I, parce qu'en fait, le K, c'est la position sur la ligne. C'est la ligne où se situe ce plus ou moins 1. Et en fonction de... oui, K0, oui. Bon, ça va être un peu chiant à rédiger ça. Je réfléchis... Bon. Il y a un K0, mais en fait, il va dépendre de I. Il existe... Ouais, alors. Puis on corrigera. Mais il existe donc un K0
qui va dépendre de I. Alors, il est dans un N, tel que, eh bien, comme je vous ai dit, le mk0i, virgule i, lui fait plus ou moins 1. Et pour tout k appartenant à un n privé de ce k0i, eh bien, on a... C'est une façon très compliquée que tout le monde vaut 0, sauf 1 qui vaut plus ou moins 1. Mais c'est nécessaire parce que là, en fait, c'est pas tout à fait fini. Là, on a vraiment besoin d'avoir... là, en fait, ce qu'on a démontré, c'est que sur chaque... d'ailleurs... peut-être que c'est mieux. Vous voyez là, lui, il est à droite, donc autant l'appeler J, en fait, de toute façon, I égale J. C'est peut-être mieux de l'appeler J, parce que J, ça nous rappelle colonne. Okay, donc je vais mettre un J. C'est pas très grave, hein, c'est juste... mais je trouve que c'est plus logique de mettre un J. Donc là, petite modif. Son I égale J, on s'en fout. Mais quand même, vu que c'est une colonne, les colonnes, c'est... Voilà, on les appelle J. Tac. MKJ. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que si on se place par exemple sur la colonne J, fixons, vous avez votre matrice et intéressons-nous à CJ, la colonne J. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? À une colonne fixée, on est en train de dire qu'il existe un unique coefficient qui vaut plus ou moins 1. Donc là, vous avez votre colonne. Et là, il y a plein de termes. Ils valent tous 0. Et à un moment donné, il y en a un, le MK0i. Voilà. Qui vaut plus ou moins 1. Voilà. En gros, c'est ça qu'on est en train de dire. Mais ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que... alors, je réfléchis... je suis un peu des fois lent à la détente, hein, mais ce qu'on ne veut surtout... Donc ça, c'est bien. Déjà, sur chaque colonne, il n'y a qu'un seul coefficient non nul qui vaut plus ou moins 1. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que maintenant, sur les lignes... on ne veut pas que sur les lignes... on veut pas que sur les lignes, on ait des coefficients... oui, voilà, pardon, j'ai mis du temps à atterrir. Ce qu'on veut pas, c'est ça. Que la colonne d'avant, par exemple... voilà. Ça, on veut pas. Ça, c'est exclu. Donc, ce qu'il faut, c'est vérifier que les ce qu'il faut, c'est vérifier que le produit scalaire des lignes, les LI scalaire LJ, il faut bien vérifier que ça fait 0, mais c'est une base... ouais, ok. Bon, je me suis un peu embêté avec ce K0J, excusez-moi. Hein. C'est un petit peu une phase... ouais. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, on va montrer... Mais là, je suis en train de me dire que... bon, tout ça... Je me suis dit, on va montrer que cette application-là est injective. Et partir là-dedans. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Là, on utilise le fait que tous les vecteurs sont de norme... toutes les colonnes sont de norme 1. Je prends le cas où I égale J. Donc, bon, à la rigueur, la dépendance en J... accessoire. J'ai l'impression que ça complique pour pas grand chose. Donc je vais... voilà. On va rester comme ça. Donc là on est plutôt bien parce que ça veut dire que sur chaque colonne j'ai qu'un seul coefficient non nul. Et maintenant si je prends deux lignes, donc si égale J, voilà. Si égale J c'est ici. Si I différent de J, eh bien... le produit scalaire de Li par Lj, c'est en fait... le
produit scalaire des lignes ou des colonnes. Attendez, je réfléchis. Ouais. La famille des lignes de M est orthogonale. Et est orthogonale, ça veut dire que LI scalaire LJ, ça fait 0 pour tout IJ, pour tout I différent de J. Voilà. Donc ça veut dire que sur chaque ligne, il n'y a qu'un seul coefficient non nul qui vaut plus ou moins 1. Voilà. Donc là, ainsi, alors, désolé, je m'y reprends un petit peu parce que comme je vous ai dit, c'est un peu chiant à écrire, donc lui, je vais le mettre là. Excusez-moi, j'ai pas fait la conclusion. La conclusion de ça, c'est que sur chaque colonne, on avait dit qu'on rédigeait bien, alors on rédige bien. Donc là, on a démontré que sur chaque colonne de M, il n'y a qu'un seul coefficient qui vaut plus ou moins 1. Voilà, et c'est exactement ce qu'on va dire là, la famille des lignes de M, des lignes, donc des lignes LI de M, elle est orthogonale, c'est-à-dire qu'on a ça. Ainsi, sur chaque ligne de M, il n'y a qu'un seul coefficient qui vaut plus ou moins 1. Donc, voilà, voilà. Là, ça répond à la question. Alors, en déduire le cardinal de ON de Z. Le cardinal de ON de Z. Le cardinal de ON de Z. Je réfléchis. Bon, il n'y a pas 40 matrices. Hein. Alors. Comment on va rédiger ça On va le faire ligne par ligne, ou colonne par colonne, peu importe, mais bon, faut juste se décider. Alors, si on s'intéresse au cas où, je sais pas, n égale 3, bah en gros, regardons un petit peu les matrices qu'il y a. Donc peut-être pour n égale 2, il y en aura moins, c'est mieux. Pour n égale 2, bah on a quoi? On a l'identité. Voilà, on a moins 1, 0, 0. Voilà, c'est bien respecté. Sur chaque ligne et chaque colonne, il y a un unique coefficient qui vaut plus ou moins 1. Et puis après, il y a 0, voilà, on peut le mettre aussi comme ça. Alors, pardon, c'est pas ça qu'on va faire. Le mieux, c'est de dire, voilà, on va faire plutôt. Dans la première ligne, on va regarder le cas où n égale 2. Dans la première ligne, j'ai que deux coefficients. Je peux très bien dire, je mets un plus ou moins 1 ici, 0, et dans la deuxième ligne, je suis obligé de mettre 0, plus ou moins 1. Ou alors, j'ai aussi 0, plus ou moins 1, plus ou moins 1, 0. Voilà. Ce qui me fait, vous voyez ici, le nombre de matrices possibles, bah, là j'ai deux choix, et pour chacun de ces deux choix-là, là j'ai encore deux choix, donc là ça m'en fait 4, et pareil, là ça m'en fait 4. Donc bref, le cardinal de O2 de Z, c'est 8. Ok, on peut faire ça, alors 8, je dis pas de conneries, 8, oui, 2 fois 2 fois 2 fois 2, oui c'est ça. Donc en gros, qu'est-ce qui se... ligne par ligne, on a... Alors on va faire ça comme ça. Prenons un n appartenant à n étoiles. Il y a
Ben, pour la première ligne, voilà, il y a des coefficients là, coefficient là, coefficient là, coefficient là, coefficient là. De toute façon, la première ligne, il y a des zéros partout, sauf à un moment donné où il y a un plus ou moins 1. Mais du coup, le plus ou moins 1, il peut se situer... On regarde la première ligne, hein, on regarde L1. Le plus ou moins 1, il peut être à la première place ici, ou à la deuxième place, ou à la troisième place. Bref, j'ai n choix. Il y a n choix. Il y a n choix possibles pour placer l'unique coefficient sur la ligne 1. Et une fois qu'on l'a placé, voilà, donc 0, 0, 0, 0, et là on dit hop, je le place ici, et eh bien vous voyez que c'est plus ou moins 1, et donc il y a encore, pour chacun des n choix possibles pour le choix de ce plus ou moins 1, enfin pour le choix de ce coefficient, bah après c'est soit 1 soit moins 1, donc il y a encore deux choix. Donc là, il y a n choix possibles pour placer l'unique coefficient sur L1, puis deux choix possibles entre moins 1 et 1. Voilà. Ce qui donne deux n choix. Ce qui donne deux n choix possibles. Bon, je vais pas me prendre la tête, je vais le faire pour une ligne quelconque. Hop, vous voyez le truc venir, je vais prendre i dans un n. Est-ce que j'allais faire ça pour L2, L3? C'est bon, on a compris. Hein. On va pas faire ça. Voilà, il y a une choix possible pour placer l'unique coefficient sur LI, donc la ligne LI, puis deux choix possibles entre moins 1, ce qui donne deux n choix. Ce qui donne deux n choix possibles. Ah mais non, 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 non. Non, 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 ça va pas ça. Ouh là là, ça va pas. Les lignes, elles sont reliées entre elles, il y a une condition entre elles. Donc, non, non, ça va pas ça. Ça, c'est pour L1. Non, non, on est obligé de faire... on est obligé de se la faire... voilà. Tac. Alors... alors, je vais faire un copier-coller. Donc, pour L2, il y a... Alors, L2, on peut prendre tout sauf la position qui a déjà été prise par L1. Donc, imaginez L1... Ça, c'est la ligne 1. Et maintenant, on regarde la ligne 2. Vous voyez, là, imaginez que ça soit la colonne J, et que maintenant, je m'intéresse à la ligne 2. Où est-ce que je place mon plus ou moins 1? Ici, on peut placer le plus ou moins 1 où vous voulez, sur la ligne L2. Vous pouvez le placer où vous voulez, sauf sur la JM colonne. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc, des choix possibles, bah, il y en a n-1. Il y a n-1 choix possible pour placer l'unique coefficient sur L2. Puis deux choix possibles pour placer voilà, hein, ce qui donne 2n-1 choix. Ce qui donne 2 n-1 choix. On recommence. On recommence et tac, tac, tac. Et le dernier, bah, il y a un seul choix. En fait, tout a été pris, donc voilà, un seul choix possible pour placer l'unique coefficient sur Ln. Plus de choix possible, hein, toutes les places ont été prises. Puis deux choix possibles entre moins 1, ce qui donne deux choix possibles. Ce qui donne deux n-1 choix possibles.
Voilà. Ainsi, bah, c'est quoi? Bah, c'est 2n fois 2n moins 1, etc. Donc, ainsi, le cardinal de ON de Z le cardinal de ON de Z, eh bien, c'est quoi? C'est le produit pour i égale 1 à n de 2 i fois i factoriel, c'est-à-dire 2 puissance n fois n factoriel. Voilà. Ben oui, parce que on est d'accord que là, le terme pour i égale n, c'est quoi? C'est 2 fois... pardon, il n'y a pas de factoriel là. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? Oui. Oui, c'est bon. Ce que je disais, c'est que le terme pour i égale n, ça fait 2n. Le terme pour i égale n, c'est le nombre de choix possibles pour les coefficients de la ligne... pour les coefficients de... Ouais, c'est vrai que c'est un peu inversé. Bon, n-i... J'aurais peut-être... ouais, ça aurait été peut-être plus clair de faire ça. Voilà, et des termes, j'en ai n, donc ça fait 2 puissance n fois n factoriel. Bon, ça revient au même que ce que j'ai écrit, mais il y avait juste... j'aurais dû faire le produit en partant de la fin, mais pour que ça soit un peu plus clair et que ça corresponde aux lignes. Bref, on a fini de démontrer ça. Voilà, question 7, c'est bon. 7A, 7B, c'est bon. Alors, on passe à la suite.